Le Premier ministre Django Sissogo à Banamba au programme visite des troupes nigérianes de la MISMA. Le chef du gouvernement a rendu un vibrant hommage à ses amis du Mali engagés sur le front dans le processus de libération de notre pays. Plus d'une soixantaine de gendarmes à l'école des droits humanitaires. Une journée d'échange est organisée par le Comité international de la Croix-Rouge afin de mieux les sensibiliser sur le respect des droits de l'homme. De la santé dans ce journal avec un grand ouf de soulagement. À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas d'épidémie de méningite au Mali. Mais qu'à cela ne tienne, la meilleure défense reste la prévention, nous conseille notre équipe de reportage qui est allée à la rencontre du corps médical. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Le Premier ministre Django Sissogo s'est rendu ce matin à Banamba pour rencontrer les forces armées nigérianes de la MISMA. Il s'agissait non seulement pour le Premier ministre de discuter avec le commandement militaire, mais aussi et surtout de rendre hommage à ces forces militaires engagées sur le front. Notre envoyé spécial est Mahamadou Doumbia qui nous propose un extrait du message du Premier ministre lors de la visite. Bon, je suis venu effectivement rendre visite au contingent nigérian de la MISMA. J'ai trouvé ici un climat qui me rassure. Trouver ce contingent s'est adapté très rapidement aux conditions du milieu. Il s'est parfaitement entendu avec et les populations de Banamba et les autorités administratives de la région de Koulikoro, et le gouverneur de la région, et le préfet de Banamba et le maire de Banamba et tous leurs collaborateurs. Ce que j'ai vu ici, ce que j'ai entendu me rassure. Et je dirais même que c'est un exemple réussi d'intégration, de soutien, de solidarité à l'endroit du peuple malien qui traverse, comme vous le savez, une grave crise. Et c'est pourquoi je veux remercier, au nom du président de la République, le professeur Dioncounda Traoré, de toutes les institutions de la République du Mali, et en mon nom propre, le contingent de la MISMA qui est ici, et la MISMA et surtout la CEDEAO. La CEDEAO, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, qui est le président en exercice de l'organisation, de notre organisation commune, et les deux médiateurs qui ont déployé des efforts extrêmement importants pour permettre au Mali de sortir rapidement de cette crise. Les deux médiateurs, vous les connaissez, il s'agit du président Blaise Compaoré et du président Goodluck Jonathan du Nigeria, dont le contingent est actuellement à Banamba ici. Et donc j'ai encouragé le contingent nigérian à poursuivre les efforts qu'il déploie pour le retour à la normale dans cette région du Mali qui lui est confiée pour le moment. Voilà, retrouvez le reportage complet sur cette visite dans nos éditions de demain. Le président du Conseil économique, social et culturel continue sa tournée des institutions afin de remettre le rapport annuel 2012 de sa structure. Djamil Bitar était à l'Assemblée nationale ce matin. Au dire du président de l'hémicycle, les 10 documents contiennent beaucoup d'informations et de propositions que l'Assemblée nationale va examiner avec intérêt. Le reportage de Mamari Kouni. Après le président de la République par intérim et le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale par intérim est la troisième personnalité à recevoir le recueil annuel 2012 du Conseil économique, social et culturel.
Un recueil qui constitue le reflet des préoccupations du Mali profond et des Maliens vivant à l'extérieur. Nous avions sillonné les 8 régions du Mali et des pays amis du Mali également, là où il y a de fortes concentrations de Maliens, pour aller nous enquérir de leurs problèmes et dégager des pistes de solutions conformément à la Constitution. En recevant ce rapport, le président de l'Assemblée nationale par intérim n'a pas caché sa satisfaction. Il a aussi remercié les membres du Conseil pour la qualité du travail accompli. La première raison, c'est que vous êtes une institution de la République et vous venez de démontrer que la République ne meurt pas. La deuxième raison de ma satisfaction, ce rapport, j'ai fouillé rapidement son contenu, je trouve qu'il est excellent. Il y a une mine d'informations et de propositions dans ce document que l'Assemblée nationale va examiner. Cette cérémonie a été l'occasion pour les uns et les autres de saluer l'exemplarité des relations entre le Conseil économique, social et culturel et l'Assemblée nationale. Les deux présidents ont également exprimé leur disponibilité à travailler la main dans la main. Déjà pour l'élaboration du recueil 2013, des missions sillonneront dès la semaine prochaine les 8 régions et les districts de Bamako. D'autres missions s'y rendront également dans les pays où résident nos compatriotes. Et ce communiqué, le président de l'Union des mouvements et alliances pour le Mali, Djamil Bitar, a été reçu par une délégation de l'Union pour la République et la démocratie, URD, conduite par son vice-président Khalilou Samake. Les deux partis politiques ont passé en revue la situation sécuritaire, politique, économique et sociale. Les deux délégations ont salué l'engagement de la France et de la mission internationale pour le Mali. Visite de terrain du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme hier aux 80 logements de Faladjé. Elle fait suite à une discorde entre les habitants de l'immeuble face à l'avancée de l'état de dégradation des logements. Les détails, c'est avec Mamourou Sidibé avec la voix de Adama Koulibaly. Construit en 1997, la vétusté des installations des 80 logements de Faladjé et les problèmes techniques liés au système architectural ont engendré des conflits de voisinage entre les occupants. Le premier problème, c'est l'inadhésion des occupants. Parce que la majeure partie de la cité sont des locataires. Et ces gens, ils ne se sentent pas responsables. Pour eux, ça ne les concerne pas. La cité, c'est pour les autres. Eux, ils sont là comme des occupants, des locataires. Le ministre de tutelle a rappelé que ce type de logement est une œuvre expérimentale. Les 80 logements, ce sont des bâtiments tests en termes de logements sociaux au Mali. Ici, on se rend compte que le problème est assez complexe. Ce n'est pas seulement un seul problème, mais on a des problèmes en termes techniques. Il y a aussi les éléments d'ordre sociologique. Le problème environnemental en termes d'évacuation des eaux usées, que de collecte des déchets solides, c'est aussi un des problèmes qui sont liés à cela. Qui est responsable de quoi ? Qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce que les services techniques doivent faire? Qu'est-ce que les bénéficiaires eux-mêmes doivent faire? David Sagara a par ailleurs tenu à saluer le courage et l'initiative de l'association des occupants avant de les inviter à respecter les termes du contrat. Dans les prochains jours à venir, je pense que nous allons nous asseoir, eux de leur côté à travers leur association et leur comité, et nous à travers le cabinet et aussi l'Office malien de l'habitat, pour situer d'abord les différentes responsabilités et aussi dégager tout ce qui est problème à la fois technique et à la fois aussi sociologique. L'avantage de cette visite est qu'elle a certainement permis à l'autorité de tutelle de constater les insuffisances en vue des mesures à prendre pour l'avenir. Autre visite, le ministre de l'Énergie et de l'Eau en compagnie du vice-président de la Banque islamique de développement s'est rendu cet après-midi sur le chantier de construction de la station de pompage d'eau de Kabbalah. Les travaux sont exécutés à environ 60%. Ils doivent prendre fin au mois de juillet. Agali Ag Aguissa nous en parle. La construction de cette station compacte constitue la première étape de la réalisation du vaste projet d'approvisionnement en eau potable de la commune rurale de Kalabankourou. Les travaux de ce premier lot sur les 3 prévus avancent à hauteur de souhait. Les ouvrages que nous avons eu l'occasion de visiter tout à l'heure
comporte donc la construction d'une station compacte de traitement d'eau potable de 18 500 m3 jour, soit 925 m3 heure. C'est une des plus grandes stations compactes construites au Mali. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 65% de taux de réalisation des travaux. La réalisation de ce projet répond à des besoins d'urgence. Il s'agit d'approvisionner plus de 150 000 familles réparties entre Kalabankoro, Tchébani et Kabala en eau potable dans un délai de 3 mois. Il y a un déficit d'eau potable important pour la ville de Bamako. Et pour parer à ce déficit, il y a lieu de construire une nouvelle grande station structurante à Kabala. Le financement pour la réalisation de ces projets structurants, donc de ces vastes projets, n'est pas encore bouclé. En attendant, le gouvernement du Mali a envisagé des mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence ont consisté à réaliser une station compacte de production d'eau potable à Bako-Djikorni, à Manyambougou, et 2 stations nouvelles sont en train d'être réalisées à Missabougou et ici à Kalabankoro. Je suis très confiant, n'est-ce pas, au fait que cette station va commencer à fonctionner dans les 3 mois à venir, ou du moins dans sa partie production eau potable, qui pourra être mise à la disposition de certains quartiers de Bamako pour soulager ou étancher leur soif. Le projet connaîtra son extension avec le démarrage des travaux de 2 autres lots. Le début de ces travaux est tributaire à un ajustement de financement qui connaît un déficit. Pas de problème, les partenaires financiers rassurent. Pour du projet, il y a eu des reports d'appel d'offres. Évidemment, tous les délais, le temps, c'est l'argent, comme on dit. Donc, c'est normal et justifié qu'il y ait ces ajustements. En tout cas, l'espoir de réduire la quête d'eau potable dans le district et ses environs reste permis avec la réalisation de ces projets. Vous le savez déjà, une mission européenne de formation des troupes maliennes est en activité à Koulikoro. La mission s'attelle à former pendant 15 mois 4 bataillons de l'armée malienne. Le général François Lecointre, invité de l'émission sur la ligne de front, précise au micro de Abbas Famougouri Traoré les objectifs de cette mission. L'ETM, c'est au départ, à la fin de l'année dernière, une mission qui avait pour objet d'entraîner, j'ai bien dit entraîner, 4 bataillons de l'armée malienne qui devaient pouvoir ensuite, à partir de l'automne prochain, se lancer dans la reconquête du Nord en étant appuyés par une force interafricaine pour laquelle, par ailleurs, il y avait une résolution de l'ONU qui était en cours de préparation, qui est la 2085. Donc au départ, voilà ce que c'est que le UTM et voilà sur quoi on se lance quand on conçoit l'opération au mois de décembre et au mois de janvier dernier. Et bien sûr, à ce moment-là, est intervenue l'attaque des groupes djihadistes armés. Et l'attaque des groupes djihadistes armés a changé quelque chose. D'abord parce que la reconquête du Nord a été principalement le fait de l'opération Serval. Et ensuite parce que cette attaque a révélé ce qu'on n'imaginait pas à ce point-là, c'est-à-dire l'état de fatigue, de délabrement, de désorganisation profonde de l'armée malienne qui n'a pas été capable de résister. Et donc, à partir d'un concept original qui visait simplement à entraîner 4 bataillons, on a revu la mission pour en faire non seulement une mission d'entraînement, mais surtout une mission d'aide à la reconstruction de l'armée malienne. Retrouvez l'intégralité de cet entretien dans l'émission sur la ligne de front de demain soir. Sensibiliser les gendarmes sur les droits humanitaires, le sujet est au centre d'une journée d'échange à l'école de la gendarmerie nationale organisée par le Comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec la Direction nationale de la gendarmerie. La formation vise à outiller l'escadron de la gendarmerie de Kidal sur le respect des droits de l'homme. Le reportage est signé Agibou Koulibaly. Il s'agissait, à travers cette journée de sensibilisation du Comité international de la Croix-Rouge, de responsabiliser les gendarmes sur le respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire en temps de conflit. Quand recourir à la force, comment traiter les prisonniers en temps de guerre? Voilà autant de questions que les responsables du Comité international de la Croix-Rouge ont eu à échanger avec l'escadron de la gendarmerie de Kidal. Occasion pour Kani Elisabeth Sokoba Koulibaly,
assistante en communication au CICR et collègue, de passer en revue les principes du CICR, les dégâts causés par les conflits, le mandat, le secours et l'assistance aux blessés de guerre, les activités que le comité a menées au Mali. Je travaille avec police, avec gendarmerie, en tout ce qui concerne l'application de la loi et le respect des principes humanitaires et des standards internationaux d'application de la loi. C'est aussi un signe de bonne volonté des autorités maliennes de faire en sorte que les forces de l'ordre respectent des principes humanitaires, que les forces de l'ordre agissent sur le terrain avec respect des standards internationaux d'application de la loi. Cette formation rentre dans le cadre du renforcement de nos capacités sur la notion notamment du droit international humanitaire et les missions du CICR. Et bien sûr, c'est là pour notre lien avec la population et notre lien avec le droit en général. A rappelé que le CICR a mené cette année au Mali des activités humanitaires comme la remise de kits, des biens essentiels, aliments, semences et outillages aux déplacés et résidents dans les régions de Gao et Mopti, vacciner le bétail. Il est aussi intervenu dans les différents conflits au nord du Mali. En 4e région, grande mobilisation pour la réussite du processus électoral. Le gouverneur a rencontré ce matin les membres de la commission électorale régionale. Au centre des débats, les dispositions à prendre pour une meilleure exécution du chronogramme électoral. Dougoufana Traoré nous en parle. C'est pour mieux réussir les élections de 2013 dans la région de Ségou que s'est tenue cette rencontre des membres de la commission électorale régionale. Autour du gouverneur Tianou Boubacar Cissé, les membres de son cabinet, les responsables financiers, sécuritaires, de mobilisation et de communication. Au cours de la réunion, le gouverneur et son cabinet ont expliqué tous les mécanismes du processus électoral de 2013. Le chronogramme des élections, la distribution des cartes biométriques issues du RAVEC, le recrutement des agents électoraux, coordonnateurs, contrôleurs et les missions confiées à chacun de ses responsables. Beaucoup de changements cette année. Pas de carte d'électeur, mais plutôt une carte d'orientation. Pas de procuration. L'enlèvement de la carte biométrique est individuel. Toute carte sans photo est hors jeu. Donc c'est un appel que je vais lancer à l'endroit de tous les acteurs pour leur dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ces élections. Et tout le monde doit être mobilisé autant que possible pour réussir ces élections. À Ségou, en attendant l'actualisation du nombre de bureaux de vote et du nombre d'électeurs, des dispositions sécuritaires sont en train d'être prises pour mieux réussir ces élections de 2013 en 4e région. Et toujours à Ségou, le groupe d'animation Action au Sahel Mali a procédé aujourd'hui au lancement de son projet promotion des initiatives locales de gestion des ressources naturelles. Ce projet a pour objectif donc d'améliorer les conditions de vie et d'adaptation des communautés locales aux effets des changements climatiques, nous signale Brahima Koni. Le Mali est un pays sahélien, dit-on aux 2 tiers désertiques. Sa position géographique explique sa vulnérabilité au changement climatique. Cette menace constitue une source de motivation du groupe d'animation Action au Sahel Gaz Mali pour le lancement du projet promotion des initiatives locales de gestion des ressources naturelles, PILGRN. L'idée est de contribuer à la préservation des ressources naturelles pour un développement durable dans les communes de Konobougou, Kalaké et Sanandou. Les différentes politiques et stratégies mises en œuvre par le gouvernement et ses partenaires au développement témoignent de sa volonté de gagner ce combat. Gaz Mali, pour sa part, reste convaincu que ce combat ne peut être gagné que par un véritable changement de comportement. Le PILGRN est financé à environ 341 millions de francs CFA par l'Union européenne et le gouvernement du Mali à travers la CONFED pour une durée de 27 mois. Les activités du projet s'articulent, entre autres, autour du boisement, de la récupération des eaux et sols et de l'élaboration des conventions locales de gestion des ressources naturelles. Pour la réalisation de ces activités, Gaz Mali s'attelle au renforcement des capacités techniques et d'intervention des bénéficiaires, estimés à plus de 45 200 personnes. D'où cette remise symbolique d'un important lot de matériel aux pépiniéristes et au comité de conservation eaux et sols des 111 villages des communes concernées. Aux populations bénéficiaires de ce projet, je vous demande de saisir cette opportunité de bien gérer vos ressources naturelles
et mieux protéger votre environnement. Une conférence débat et un sketch de sensibilisation pour la restauration des ressources naturelles ont marqué la cérémonie de lancement du PILGRN. Le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie CRI 2002 poursuit et renforce ses activités liées à l'opérationnalisation de la feuille de route de la transition politique. Dans la poursuite de ces objectifs, il vient de lancer ce matin des journées de sensibilisation à l'intention d'une soixantaine de déplacés des camps de Nyamana, de Nyamakoro et de Bakodikoroni. Abraman Maïga, reportage. La réussite de tout processus démocratique repose en grande partie sur la maîtrise de certaines notions clés, comme par exemple les bonnes informations reçues par les communautés rurales. Voilà le message fort que veut véhiculer Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie CRI 2002 en organisant cette campagne d'information et de formation des populations à la citoyenneté. Cette opération de grande envergure qui concernera tout le Mali a pour but d'accompagner le gouvernement dans sa politique de vulgarisation de la feuille de route de la transition. Une feuille de route dont l'opérationnalisation passe forcément par la maîtrise d'un certain nombre de concepts, notamment le bon fonctionnement des institutions, l'établissement d'un climat de paix et de sécurité, la préparation de l'après-guerre et le retour des déplacés et des réfugiés. Si on veut que la démocratie et que la décentralisation réussissent dans notre pays, il y a un trio. Le trio, c'est qui? C'est d'abord le citoyen malien. Deux, c'est les chefs de village, de fraction et de quartier. Et c'est les maires. Si ces trois arrivent à se donner la main, à se comprendre, à travailler dans l'unisson, je crois qu'on va soulever des montagnes dans ce pays. La première phase de cette série de formations concerne une soixantaine de déplacés des camps de Nyamana, de Nyamakoro et de Bakodikoroni. Ces déplacés doivent renforcer leurs compétences sur un certain nombre de thèmes, les principes, les valeurs et règles de la démocratie et de la République. Nous avons pris 3 thématiques. On va travailler avec vous. C'est démocratie, dialogue et réconciliation. La deuxième thématique va être démocratie et élection. Et après les élections, mais il faut que les citoyens, avant les élections, soient suffisamment formés. La maîtrise de ces outils leur permettra d'être des acteurs incontournables pour assurer la vulgarisation des connaissances acquises auprès des populations des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Hors du Mali, prestation de serment au Kenya de Uhuru Kenyatta. Près de 60 000 personnes ont fait le déplacement. Parmi elles, une quinzaine de chefs d'État africains. Seul grand absent de cette cérémonie, les représentants occidentaux. Tôt ce mardi matin, ils convergent vers le stade Kasarani, près de Nairobi. 60 000 partisans d'Uhuru Kenyatta, bien décidés à assister à la prestation de serment de leur champion, un mois après son élection au premier tour de la présidentielle. Mon Dieu, il y a du monde. Je ne suis même pas sûr d'avoir une place à l'intérieur, mais je garde espoir. Moi, ce que je veux, c'est seulement m'amuser et voir le président, le 4e président du Kenya. Pour l'occasion, une quinzaine de chefs d'État et de gouvernements africains a fait le déplacement, mais aucun responsable occidental. C'est le signe d'un profond malaise, car Uhuru Kenyatta reste inculpé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, tout comme son vice-président William Ruto, pour leur responsabilité dans les violences post-électorales de 2007. Leurs procès respectifs doivent s'ouvrir d'ici quelques semaines. Tous deux ont promis de coopérer. Mais ce mardi, l'heure est à la fête. Acclamé par la foule, main sur la Bible, Uhuru Kenyatta prête serment 50 ans après son père Jomo Kenyatta, le père de l'indépendance et le premier président du Kenya. Moi, Uhuru Kenyatta, je jure fidélité et allégeance à la République du Kenya. Si la question de la Cour pénale internationale reste en suspens, cette investiture marque le point final d'un processus électoral qui, à la différence de 2007, s'est déroulé sans incident grave, et ce, malgré un résultat serré. Toujours sur le continent, la grogne des fonctionnaires togolais continue. Ils demandent une amélioration des conditions de vie et de travail. Au Sénégal, les ministres des pays de la zone franc en conclave au cœur des échanges, la crise financière et la création d'un fonds de stabilisation. Les ministres des Finances des pays de la zone franc sont réunis depuis lundi à Dakar. Au cœur des débats, la crise financière et le projet de créer un fonds de stabilisation pour conforter les bases de la monnaie commune.
Par ailleurs, le président de la BCEAO a révélé que le Sénégal était le pays le plus touché par la crise malienne du fait de la baisse des flux commerciaux, principalement dans les secteurs des hydrocarbures et des matériaux de construction. 3 mois après le début de l'intervention au Mali, la France a entamé un premier retrait symbolique. Une centaine de militaires français sur les 4000 déployés dans le pays ont été retirés. Ils sont arrivés lundi à Chypre. Les troupes françaises ont infligé de lourdes pertes aux groupes islamistes et démantelé leur réseau dans le nord du pays. Ils poursuivent actuellement les opérations autour de Gao et Tombouctou. Après un coup de semonce largement suivi, les syndicats de la fonction publique ont tenu lundi une assemblée générale. Ensemble, ils ont rappelé leurs revendications pour améliorer les salaires et les conditions de travail, interpellant une nouvelle fois les autorités. Nous en appelons donc à la conscience de notre gouvernement de faire en sorte que cette crise-là s'arrête le plus tôt possible. Ça y va de leur survie en tant que politiciens aussi, et de notre survie aussi à nous en tant que travailleurs. Sans réaction du gouvernement, les syndicats menacent d'une nouvelle grève générale mercredi et jeudi prochain. Et un tour en Angleterre où la Dame de Fer a rendu l'âme des suites d'une longue maladie. Hier lundi, Margaret Thatcher est décédée à l'âge de 87 ans. Les réactions ont été nombreuses à travers le monde au moment où l'actuel chef du gouvernement, David Cameron, dit avoir perdu un grand dirigeant. D'autres affirment avoir perdu une ennemie historique. Détestée ou admirée durant ses 11 années passées à la tête du gouvernement britannique, Margaret Thatcher, décédée lundi, ne laisse aujourd'hui encore personne indifférent et sa disparition suscite d'innombrables réactions dans le monde. Les admirateurs de la Dame de Fer saluent une femme de courage et de conviction. Ils louent sa détermination à mener à bien sa révolution ultralibérale et conservatrice. Première femme à diriger un grand pays occidental, elle a gagné sa longue bataille contre les syndicats de mineurs, contre les généraux argentins au Malouine, contre l'Europe de Bruxelles, qu'elle jugeait bureaucratique et pas assez libérale. Le Premier ministre britannique, David Cameron, a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, affirmant qu'elle avait sauvé la Grande-Bretagne. On se souviendra d'elle pour les grandes batailles politiques qu'elle a menées, tenant tête aux dirigeants syndicaux, privatisant l'industrie, libérant les entreprises, sauvant notre économie, offrant la possibilité aux plus modestes d'acheter leur logement social, gagnant la guerre des Malouines contre l'Argentine et contribuant à gagner la guerre froide. Autre son de cloche à gauche, où l'on voit dans l'ancien Premier ministre le symbole de la City et de l'ultralibéralisme qui a mené le monde à la crise actuelle. La Dame de Fer est pour eux l'ennemi historique des mineurs et des syndicats et le fossoyeur de l'industrie britannique. Je ne vais pas verser une larme pour sa disparition. Beaucoup de personnes haïssaient cette femme, haïssaient ce qu'elle a fait, surtout à nous les mineurs. Elle laisse un héritage de destruction. Elle a détruit nos vies, elle a détruit l'industrie minière, elle a détruit nos communautés. La Dame de Fer, première femme à avoir gouverné le Royaume-Uni, recevra les honneurs militaires. Mais pas de funérailles nationales, qu'elle aurait d'avance refusé de peur de diviser le Parlement et l'opinion britannique. Un peu partout dans le pays, les drapeaux ont été mis en berne. Ici au Mali, le programme alimentaire mondial et son partenaire islamique Relief volent au secours des populations sinistrées des cercles de Goumararous et de Douanzan. Ils viennent de lancer un nouveau projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle pour un coût global de plus de 881 millions de francs CFA. Abdraman Maïga nous présente ce projet. 6 mois d'activité pour satisfaire les besoins alimentaires de plus de 38 800 personnes et plus de 5 500 enfants malnutris dans les cercles de Goumararous et de Douanzan. Tel est en substance un des objectifs visés par le projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence. Ce programme d'une valeur de plus de 881 millions de francs CFA entreprendra dans les régions de Mopti et de Tombouctou la réalisation d'un certain nombre d'activités dont la distribution de vivres aux personnes en détresse et des produits de malnutrition aux enfants de 0 à 6 mois. Les amis qui relèvent en partenariat avec PAM interviennent dans les communes de Bambara-Modé, Haribomo, Inagatapon, Vignarden, dans le cercle de Goumararous à travers une assistance en vivre à 9 981 personnes, 4 834 ménages. Assistent également 499 femmes enceintes et allaitantes
et 1691 enfants de 6 à 59 ans. Au cours de cette opération de 6 mois, plus de 33 000 tonnes de vivres, toutes catégories confondues, seront distribuées gratuitement à ces populations victimes de la crise sécuritaire et des conséquences de la sécheresse. Les bénéficiaires ne pouvaient rester indifférents aux initiatives de ce genre. À la mise en œuvre, les communautés sont impliquées. Et depuis l'identification jusqu'à la distribution à travers les élus, les comités de crise et les comités de distribution, qui sont une émanation des communautés. En attendant d'autres actions de solidarité, les bénéficiaires ont promis aux donateurs de faire un bon usage de cette action salvatrice. Une action qui contribuera sans nul doute à donner aujourd'hui de l'espoir aux enfants et aux familles qui sont dans le besoin. Un mot de santé avec cette bonne nouvelle. À la date d'aujourd'hui, avec un peu plus de 136 cas suspectés, il n'y a pas d'épidémie de méningite au Mali. C'est ce qui nous précisent les services de surveillance de la maladie. Depuis 97 années où notre pays a connu une épidémie de cette maladie, les cas de méningite sont en train de diminuer, surtout avec la grande campagne de vaccination de 2011. Mais cela ne devrait pas contribuer à faire baisser la garde, nous indique Tchessera Dambélé. La période de chaleur est connue chez nous pour son risque accru de méningite cérébro-spinale. Mais cette année, les services de surveillance des maladies affirment qu'il n'y a pas d'épidémie de méningite au Mali. À la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré 136 cas suspects de méningite répartis sur l'ensemble de la République. 136 cas suspects, dont un décès que nous avons répertorié jusqu'à la date de dimanche. Le seuil épidémiologique n'est donc pas atteint. À la même période l'an dernier, 473 cas suspects avaient été enregistrés contre 8520 en 1997, année d'épidémie. Avec la guerre antiterroriste, la collecte de l'information sanitaire dans la région nord du Mali est devenue difficile. La méningite est une inflammation des enveloppes de la moelle épinière et du cerveau. Sa forme bactérienne se transmet par les gouttelettes de sécrétion dans l'air, par contact direct avec une personne infectée, et certains petits gestes peuvent diminuer les risques d'infection. Oui, la poussière, la chaleur. Par exemple, quand on balaye, il faut arroser avant de balayer. Ça, c'est des petits gestes. Il y a des gens qui conseillent de mettre de l'huile gomonolée, du beurre de karité dans les narines pour éviter que la poussière ne vienne avec tous ces germes. Mais il est mieux de se faire vacciner. En 2011, le Mali avait procédé à la vaccination des personnes de 1 à 29 ans à Bamako et dans les capitales régionales, ce qui a contribué à réduire les cas de méningite de type A et C causant le plus d'épidémies. Sport, football, championnat national de Ligue 1, 20e journée. Hier, au stade Modibo Keïta, le centre Salif Keïta et l'Office du Niger Sport de Ségou ont fait match nul à 0-0. L'AS Real a battu 1-0 l'USFAS. Compte rendu Abdul Karim Kaba. Pour l'ouverture de la 20e journée du championnat national à Bamako, l'Union sportive des forces armées et de sécurité, l'USFAS, reçoit l'AS Real en noir et blanc. Dans cette rencontre, 13 minutes ont suffi aux Scorpions pour ouvrir le score. Moussa Kone, actuel meilleur buteur du championnat, a inscrit ce but, son 13e de la saison. 25e minute, il passe à côté de son doublé de la soirée. Impuissante, l'USFAS tente de revenir, et cela à travers des actions sporadiques. Mi-temps, 1-0 pour les Real. À la reprise, Moussa Kone revient à la charge et le commandant Keïta, le portier de l'USFAS, s'impose pour sortir les dangers. 62e, encore commandant Keïta avec cette belle sortie. 4 minutes plus tard, Moussa Kone sort pour 2 jaunes. Le meilleur buteur du championnat est aussi l'un des attaquants qui reçoit plus de cartons. À 10 contre 11, les Real gèrent bien son match jusqu'à la fin de la rencontre. Score final, 1-0 pour les Scorpions. Comme à l'aller, en 5e journée, les Real gagnent les 3 points de la victoire. En deuxième rencontre, le centre Salif Keïta, en bleu, affronte l'Office du Niger Sport de Ségou. Durant cette opposition, seule une action notoire. 8e minute, superbe sauvetage de Boubacar Kouyaté du CSK suite à cette tête de Seydou Sangari. Pour le reste, pas grand-chose à retenir. Centris Zeseko vient de l'Office, se neutralise 0-0, comme à l'aller en 5e journée à Ségou.
Et je vous informe que le stade malien de Bamako a une fois de plus conforté sa place de leader en battant cet après-midi le COB par le score de 3-0. À suivre ce soir votre émission cybernétique. Ibrahima Traoré et son équipe vous proposent des reportages sur les fausses informations diffusées sur Facebook, sur les médias sociaux ou encore sur la journée télésanté tenue le 28 mars dernier. Vous aurez aussi vos traditionnelles rubriques. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de votre aimable attention. Demain 20h, je serai là. Mais avant cela, à retrouver pour les éditions matinales Sira Bachili. Grand merci à notre téléspectateur de Londres, c'est en Angleterre. Bonsoir et à demain.